Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour chères adhérentes, chers adhérents. Je ne vais pas vous dire que je suis ravie d'être là parce que je crois que c'est un peu en dessous de la vérité. J'ai plusieurs bonnes raisons à cela. Déjà parce que je sais que vous êtes là. Nous avons envoyé environ 500 invitations. Donc, je ne sais pas exactement combien vous êtes, mais je pense que vous êtes nombreux. Et puis, c'est une convention de l'été. C'est pas vraiment la météo qui l'illustre, mais c'est la date. Et pour moi, c'est l'été de l'espoir, l'été du renouveau. L'été de l'espoir pour deux raisons. D'abord, parce que vous avez vu, nous avons le droit maintenant de sortir dans la rue sans masque. Ça, c'est quand même un grand bonheur, même si on l'a encore un peu à l'intérieur. Alors là, on a les distances de sécurité ici. C'est pour ça que je ne l'ai pas. Et puis, parce que pour la première fois depuis bien longtemps maintenant, nous avons pu, ici, sur ce plateau d'Orange Garden, accueillir quelques membres de l'Acced, quelques membres en physique qui sont là. Donc, non seulement je vous ai derrière l'écran, mais je vous ai aussi pour certains d'entre vous en physique, et ça, c'est très agréable pour moi. Je salue au passage nos amis de l'Axon. Vous savez, l'Axon, c'est l'association des cadres supérieurs de Sonatel au Sénégal. Donc, ce sont devenus quasiment des amis, même si on est un peu loin. Ils seront un peu avec nous tout à l'heure, vous le verrez. Et puis, je salue bien sûr nos amis de l'ACR, de l'Amicale des cadres retraités, dont une digne représentante, Eliane, est avec nous aujourd'hui. Voilà. Vous le savez, l'Acced est un réseau de cadres sup, de managers, de dirigeants. Donc nous avons toujours à cœur, ça fait plusieurs mois que nous le disons, mais nous continuons, de rester en lien avec vous, même si c'est un peu moins facile parce qu'il y a moins de physique pour l'instant. Mais on a bon espoir que ça reprenne. Donc depuis le mois de janvier, depuis notre dernière convention, nous avons animé 5 conf calls 13-14 et nous en sommes assez contents parce qu'en général, il y a pas mal de monde, il y a une centaine de personnes, entre 80 et 100 selon les sujets. Donc voilà, on est content de ça. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous continuerons à en faire à la rentrée. Et puis, l'équipe de la commission Veille et Stratégie a publié 5 autres regards. C'est une newsletter d'information généraliste, mais plutôt sur le domaine des télécoms, qui est, je pense, assez intéressante. N'hésitez pas à la consulter sur le site de l'Acced, acced.com. Je le disais, le bout du tunnel, me semble-t-il, apparaît. Alors certes, nous devons encore être vigilants, bien sûr. Certes, les médias nous parlent de variants. Bon, à chaque semaine, son variant. Voilà. Écoutez, nous, on croise les doigts parce qu'à l'Acced, nous sommes des gens positifs et assez optimistes. Et nous savons des contacts que nous avons avec vous en région. J'en profite pour saluer les présidents de région, dont certains sont très actifs et qui continuent notre belle association. Nous savons que vous avez hâte, non pas de recommencer, parce qu'au fond, vous n'avez jamais arrêté, ce travail qui n'est pas facile pour vous, mais que vous avez hâte de revoir vos collaborateurs et vos collègues en physique. Ça va venir. C'est pas si simple pour vous non plus, parce que de ce que nous en savons, il doit y avoir autant de gens qui ont très envie de revenir que de gens qui n'ont pas envie de revenir. Donc là encore, les managers que vous êtes sont mis à contribution, mais je sais que vous le faites avec cœur. Et puis, il y a toujours, bien sûr, les projets passionnants que nous portons tous, notamment au niveau des réseaux très haut débit, au niveau de l'innovation, au niveau de la responsabilité sociale d'entreprise et bien d'autres. Et puis, bien sûr, l'actualité d'Orange, qu'il faut pas masquer, qui est chahutée, qui est agitée, qui n'est pas toujours facile. Donc, aujourd'hui, nous allons recevoir plusieurs intervenants inspirants, en tout cas, je l'espère. Nous commencerons par Michael Trabia, qui m'a rejoint sur le plateau parce que c'est notre hôte aujourd'hui, donc il en profitera pour dire un mot de son actualité. Ensuite, nous aurons une table ronde. C'est un format un peu différent des dernières conventions. Nous aurons une table ronde avec Stéphane Richard, notre président bien-aimé, qui sera accompagné de Maurice Lévy, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui nous a fait le plaisir d'être là. Maurice Lévy, c'est le président du conseil de surveillance de Publicis, une entreprise assez mythique dans le domaine de la communication. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et puis nous aurons une deuxième session après la pause. Alors, vous savez, sur l'invitation, vous avez vu que Gervais Pellissier était prévu. Malheureusement, il a eu un empêchement. Il est absolument navré et il vous adresse bien sûr ses salutations les plus dévoués. Bon, il n'a pas pu être là. Donc c'est Bénédicte Liénard, qui est son adjointe à la transformation, qui nous a fait la gentillesse de venir au pied levé, et puisque nous l'avons appris il n'y a pas très longtemps. Et nous parlerons avec elle de la transformation du groupe, puisque c'est son domaine de responsabilité. Voilà. Pour finir, nous donnerons la parole à notre partenaire, la GMF, notre partenaire historique, vous savez, qui nous soutient, qui est avec nous, qui sont des gens qui partagent les valeurs de l'Acced, à mon sens, et qui offrent à tout adhérent, vous le savez, une défense pénale et responsabilité civile au niveau de l'association. Donc c'est son directeur des partenariats et des relations extérieures, Emmanuel Castenard, qui a bien voulu enregistrer une petite vidéo. Voilà. Sans plus attendre, je passe la parole à Michael, notre hôte sur Orange Garden à Châtillon.
Merci Marianne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir, pour certains en physique d'ailleurs et pour d'autres à travers la vidéo sur ce très beau site d'Orange Garden à Châtillon. Ça va commencer à devenir une habitude, ma Oui, chère Marianne. oui. Je suis très heureux parce que finalement, Orange Garden, c'est quand même le siège de l'innovation du groupe. Alors, on a de très très beaux sites aussi dans toute la France et d'ailleurs dans le monde en matière d'innovation. Et notamment dans le Grand Ouest, qui est une grande région d'innovation. Mais ce site, il incarne cette volonté, cette dynamique, cet engagement du groupe pour l'innovation. Et je suis très heureux d'accueillir à travers vous les cadres dirigeants de ce groupe, parce que finalement, l'innovation, c'est l'affaire de tous. Alors quand je vois le programme, le plateau que vous avez réuni, j'ai envie de vous dire que j'ai un peu le sentiment de faire la première partie. Donc c'est un défi pour moi. Je vais essayer d'être à la hauteur. J'en suis sûr, Je Michael, crois que ça je va être n'ai très, pas très l'ombre d'un doute. intéressant d'écouter Stéphane et Maurice Lévy, évidemment, qui est une figure remarquable pour ceux qui ont eu déjà le plaisir de l'entendre. Et je crois que c'est un moment aussi où on a besoin d'échanger, d'écouter notre président directeur général. Je pense que ça va faire, je pense, chaud au cœur de beaucoup d'entre vous et je pense que c'est important de pouvoir échanger avec lui. Quelques mots peut-être sur l'actualité de nos équipes. Et vous avez peut-être vu que nous avons changé de nom. Nous sommes devenus Orange Innovation. On passe depuis TGI. Et d'ailleurs, vous allez recevoir un communicant. Je suis sûr que ça lui parlera beaucoup plus Orange Innovation que TGI. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ce changement de nom, il illustre une dynamique que nous avons souhaité engager. Il illustre de la simplicité, également de la lisibilité finalement dans ce que nous délivrons. Et cette volonté, elle est assez simple finalement. Notre ambition chez Orange Innovation, c'est de faire d'Orange un opérateur reconnu comme innovant par ses clients grand public, par ses clients entreprises. Il y a beaucoup d'innovation aussi dans le domaine de l'entreprise, beaucoup de potentiel aujourd'hui avec la 5G, avec l'edge computing, avec l'intelligence artificielle. Et cette ambition, eh bien, elle se traduit par un certain nombre d'actions que nous avons engagées avec des transformations internes également dans les équipes, avec finalement une volonté qui est issue d'un constat. Le constat, qui est que faire de l'innovation aujourd'hui en tant qu'opérateur télécom, eh ben, c'est à la fois un challenge extraordinairement excitant. Avec toutes les technologies que nous avons, on voit à quel point les télécoms changent la vie des gens. On voit à quel point demain, avec la 5G, l'Edge, l'IA, la 6G encore à venir, on a un potentiel encore plus important. On voit que au-delà de l'Europe, en Afrique, amener le numérique, c'est une véritable source de développement. On voit que pour nos ambitions sociétales en matière d'inclusion, en matière d'environnement, on a absolument besoin de numérique. Donc vraiment un défi passionnant. Et puis en même temps, pas facile, parce qu'on a face à nous aussi des acteurs les GAFAM pour ne pas les nommer, qui ont une taille bien plus importante, qui ont des moyens aussi très forts et qui se développent de manière importante. Et donc ça finalement nous impose de revoir notre modèle d'innovation et de nous dire finalement où est-ce qu'on doit innover, on doit choisir nos domaines sur lesquels on va pouvoir être pertinent pour nos clients. Et c'est ce travail qu'on a engagé avec 3 domaines d'innovation que nous avons définis et sur lesquels nous focalisons nos efforts. Le premier, c'est le domaine de la maison, et je crois qu'on est extraordinairement légitime sur la maison, aussi parce qu'on est un opérateur de confiance. On s'appuie sur nos valeurs, on s'appuie sur nos atouts. Nos atouts, on a bien entendu la connectivité, mais on a aussi cette relation de confiance, cette relation avec nos clients, cette relation directe qui est bien sûr à travers le numérique, mais aussi avec des personnes et des vraies personnes physiques, que ce soit en boutique, que ce soit à distance. Et ça, c'est un atout extrêmement fort. Le domaine de la maison, qui est un domaine sur lequel on a déjà une base très solide. On amène de la connectivité à la maison. On est en train de développer de l'innovation aussi sur la connectivité au sein de la maison, le HomeLAN. Vous avez vu qu'on a lancé notamment en France, mais aussi dans d'autres pays. Ça, c'est aussi très important de pouvoir mutualiser ces innovations dans plusieurs pays. On vient de sortir des répéteurs Wi-Fi
6 qui sont extraordinaires. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont utilisés. Et véritablement, on peut avoir la meilleure connectivité, on peut avoir toute la fibre qu'on veut à la maison, mais si dans la cuisine ou dans la chambre, on n'a pas le Wi-Fi, et bien finalement, l'expérience, elle est très mauvaise. Le domaine de la maison, le deuxième domaine, c'est l'engagement client et la confiance. Et donc, on va retrouver aussi tout ce qu'on fait dans les services financiers et mobiles. Et puis, le troisième domaine, c'est le domaine de l'entreprise et du wholesale. Et ce sont les 3 domaines qu'on a choisis comme fer de lance de l'innovation d'Orange et comme autant d'éléments sur lesquels on a une capacité de différenciation et une volonté de focaliser nos ressources pour avoir de l'impact pour l'entreprise, évidemment pour les business units, mais aussi, et finalement, ce qui compte le plus, de l'impact pour nos clients. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vois que Stéphane Richard et Maurice Lévy sont arrivés, donc je vais avoir le grand plaisir de les accueillir. On est très content qu'ils aient pu participer à cette réunion avec nous. Et puis voilà, le dernier mot que je voudrais vous dire pour finir, finalement, cette innovation, chez Orange, on la conçoit comme une innovation à impact positif pour les individus, les clients, évidemment, ça doit leur être utile, on doit leur amener plus de services, mais aussi une innovation à impact positif pour la collectivité. Et ça, c'est très important. On est une société maintenant avec une raison d'être qui a été souhaitée, proposée, promue par Stéphane Richard. Et je crois qu'on doit l'incarner également dans toutes nos actions, y compris dans notre innovation. Merci à toutes et à tous. Merci Michael, à toi un grand merci. Voilà, maintenant on peut applaudir, c'est formidable, on entend des applaudissements. Et tant que nous sommes dans les remerciements, j'ai 2 personnes aussi à remercier infiniment, qui sont Véronique Matteux, qui est la directrice de ce magnifique site d'Orange Garden, et qui nous accueille toujours avec beaucoup d'efficacité et de compétences. Et également Roselyne Khalifa, grâce à laquelle nous avons pu entrer en contact avec Maurice Lévy. Donc, je vous propose maintenant, parce que finalement on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, une petite pub accède, le temps que nos invités s'installent. Merci. Très bien, et vous-même? Bonjour, monsieur. Bonjour. Sylvie veut que tu lui poses une question sur l'escalator. Ah oui, mais j'ai prévu. Ah oui, bien sûr. Messieurs les présidents, messieurs, Paola, bonjour, et un grand merci d'être là. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous nous faites et l'honneur que vous nous faites à être là aujourd'hui avec nous. Vous êtes 2 grands patrons, 2 visionnaires, on y reviendra tout à l'heure. Et pour nous, ce sont vraiment des thématiques inspirantes et des interventions inspirantes. Donc nous allons parler bien sûr du digital, du numérique et de la place du digital et du numérique dans la reprise, mais pas que. Nous verrons qu'il y a quelques autres questions. Et de toute façon, en préambule, je vais quand même passer la parole à notre président Stéphane Richard, qui a quelques propos qu'il voulait tenir avec nous. Alors, président, moi je voulais vous dire quand même que... on était bien sûr heureux de vous avoir, ça je l'ai déjà dit, et que vous aviez aussi été classé dans le top 10 des 25 des 25 dirigeants les mieux notés par leurs salariés. 98% d'adhésion au classement Glassdoor 2021 quand même, hein, sachant que vous êtes en 8e position, mais que les 7 précédents ont 98% aussi. Donc moi, j'avais presque envie de dire 2e ex-aequo. Hein. Bon, je ne suis pas très doué en chiffres, mais quand même. Donc ça, c'est quand même une grande fierté pour nous aussi. Puis je crois que ça illustre le soutien que les collaborateurs et les salariés vous portent. Et ça, c'est important. Et puis, vous avez aussi, c'est un tout petit peu plus ancien, mais quand même, été classé en tête du palmarès APCO Worldwide, des 10 patrons du 440 qui ont le mieux communiqué pendant la crise. En tête, hein. Donc c'est quand même pas rien. Et puis, moi, je voulais aussi, avant de vous laisser la parole, saluer vos qualités de visionnaire. Et j'ai des preuves, j'ai un dossier, comme on dit en politique, que je voulais vous montrer, qui remonte à 2010. Voilà, je montre à la caméra. Et déjà en 2010, vous disiez l'ambition industrielle de notre groupe, outre l'innovation technologique, c'est celle de la qualité du service.
Et je trouve que 11 ans après, vous êtes encore dans ce domaine-là. Et puis vous disiez aussi, on a le droit de ne laisser personne à l'écart au bord du chemin de la révolution numérique. Donc ça, c'était en 2010. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je trouve qu'en termes de vision, c'est pas mal. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Pas très nombreux physiquement aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a beaucoup Oui. qui nous regardent. Et je veux commencer par remercier vraiment chaleureusement Maurice Lévy, qui est effectivement un grand dirigeant, dans tous les sens du terme d'ailleurs, qui a imprimé pendant quelques décennies, je ne sais pas exactement combien, Maurice, on ne les compte plus. 30 Mais ans. 30 ans. 3 décennies donc. Voilà. Oh, dans 300 ans, on en parlera encore. Maurice, en fait, il est... Bon, c'est évidemment la figure de Publicis qu'il a totalement transformé. Il en a fait une très grande entreprise mondiale. Mais je pense qu'il est bien plus que cela, en fait, parce que c'est une voix qui a été toujours très écoutée dans les milieux des entreprises, dans les milieux patronaux, une voix qui porte en France et aussi au-delà. C'est un homme d'engagement, c'est un homme de conviction. D'ailleurs, depuis qu'il a pris un tout petit peu de champ par rapport à Publicis, il a aussi eu à cœur à lancer des projets d'intérêt général. Enfin, il va nous en parler. Mais voilà, donc c'est à la fois un grand plaisir de t'avoir, Maurice, avec nous. Et effectivement, c'est, je pense, quelqu'un qui a beaucoup inspiré sans doute à l'intérieur de son groupe, mais même au-delà. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent et qui sont ici aujourd'hui, écoutez, peut-être interviendront ou interagiront aussi avec nous pour que on puisse partager nos réflexions. Alors, visionnaire, vous savez, moi je suis toujours un peu prudent avec cette expression. Les Allemands ont cette formule que je trouve amusante, qui est les gens qui ont des visions, il faut qu'ils aillent chez l'opticien. Donc le problème, c'est qu'on est dans un monde qui est plein d'incertitudes, plein d'aléas, plein de changements aussi très très rapides, et que donc finalement, quand on essaie de se fixer des caps comme ça à 5 ans ou à 10 ans, on prend quand même le risque de se tromper. Oui, mais là... Voilà. Donc finalement, il y a la vision du monde, il y a l'analyse qu'on peut faire des tendances, de la technologie, des attentes, des opinions publiques, ou même de la planète en général. Et puis après, il y a les convictions qu'on a. Les convictions qu'on a pour une entreprise et aussi pour les personnes, pour les hommes, les femmes, à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur. Et c'est tout ça, finalement, je pense, qui marque un peu la période d'un dirigeant dans une entreprise telle qu'Orange. Je me faisais, il y a quelques jours, cette réflexion, parce que Marianne nous a été assez gentille pour citer deux, en l'occurrence, comment dire, des informations qui étaient plutôt à mon avantage. Mais enfin, ces derniers temps, j'ai pas eu que des compliments, que des félicitations. Il y a eu quand même aussi un peu d'autres tonalités plus critiques. Et c'est normal, hein, ça fait partie de la vie aussi. Maurice a connu ça aussi. A essuyé quelques critiques, on en essuie tout le temps. Et je me disais quand même que quand je regarde un peu les 10 ans, 11 ans maintenant même qui sont derrière moi, que Orange est une entreprise extraordinairement attachante, ça c'est sûr, mais aussi extraordinairement complexe. Et que je pense qu'il y a relativement peu de secteurs dans lesquels on cumule autant de contraintes, je dirais de paramètres qu'il faut prendre en compte pour viser un équilibre et une réussite finalement collective. Nous sommes une entreprise qui est exposée aux politiques, très exposée aux politiques, qui a évidemment une dimension technologique et technique importante, il faut faire des paris, une dimension sociale, et Dieu sait qu'elle est importante aussi, et on l'a vu dans le passé. Nous sommes une entreprise dans un secteur
extrêmement régulée, extrêmement concurrentielle. Nous sommes une entreprise qui est un grand acteur aussi sur les marchés et qui doit donc trouver un dialogue avec nos investisseurs, et Dieu sait que c'est pas facile. Une entreprise très internationale. On est l'opérateur télécom dans le monde avec la plus grande présence internationale, en réalité, hein, dans le plus grand nombre de pays. On se compare souvent avec les grands du secteur, enfin les grands en termes de taille, mais les grands du secteur en termes de taille sont beaucoup plus simples que nous. Parce que AT&T, ils ne sont présents qu'aux États-Unis, NTT n'est présent qu'au Japon, les 3 Chinois ne sont présents qu'en Chine. Donc en fait, ce modèle de l'opérateur télécom qui est sur un périmètre géographique vaste et avec beaucoup de pays, presque 30 pays pour ce qui nous concerne, c'est un modèle européen d'abord. Essentiellement européen en fait. Hein. C'est Deutsche Telekom, c'est Vodafone, c'est Telefonica, c'est nous. Et même parmi ces 4-là, celui qui a la couverture internationale la plus vaste, c'est nous. Donc tout ça, c'est des facteurs de complexité énormes parce que chaque pays dans lequel on est, c'est un écosystème, c'est une responsabilité politique aussi, c'est un marché différent, c'est un régulateur différent, etc. Et puis des zones politiques pas toujours sereines. Non, politique, pas toujours sereine, oui, ça c'est sûr. Moins qu'on puisse dire. Oui. Donc c'est une très grande complexité qui suppose que d'abord on ait l'humilité quand même de reconnaître qu'on n'est pas capable de tout maîtriser en permanence et que, je dirais, quel que soit le dirigeant, on l'a vu dans le passé, personne ne peut prétendre embrasser toute cette complexité à soi tout seul, hein, c'est sûr. Donc la notion d'équipe, elle est capitale. S'il y a bien une entreprise dans laquelle l'équipe dirigeante a du sens et de l'importance, c'est bien nous. Parce que tous ces sujets sont extraordinairement complexes. Voilà, donc nous venons de traverser une crise tout à fait inédite par ses caractéristiques, son ampleur. Ça doit nous rendre humbles aussi parce que, vous savez, dans les comités d'audit des conseils d'administration, on passe son temps à cartographier les risques. On fait tous les ans, on fait des grandes réunions pour dire alors, où sont l'analyse des risques et tout. Il faut reconnaître que celui-là, on l'avait pas vu venir. Enfin, en tout cas, si. Il y avait le risque épidémique quelque part dans la cartographie, mais enfin, voilà, c'était un point dans une carte. Et là, c'est vrai que ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, ça a été tout de même une expérience incroyable, un choc d'une violence sans précédent, avec cette caractéristique quand même qui est, je crois, unique dans l'histoire des crises contemporaines, c'est que ça a touché tous les pays du monde en même temps. Oui. Habituellement, vous avez soit des crises, disons, d'une certaine nature. Vous savez, il y a eu la crise financière en 2007-2008, qui a touché beaucoup de pays, mais pas tous les pays d'abord. Hein. Il y a des zones du monde qui n'ont pas vraiment été touchées. Ou alors vous avez des crises régionales qui peuvent être très fortes. Mais là, ça a été vraiment un phénomène mondial. C'est la première fois que la mobilité dans le monde s'est arrêtée. D'ailleurs, j'écoutais il y a 2 jours un exposé absolument passionnant de Guillaume Faury, le patron d'Airbus, dans une réunion de la FEP, mon cher Maurice, que Maurice a présidé il y a quelques années, qui faisait le point sur le trafic aérien dans le monde, et d'ailleurs aussi, bien sûr, l'activité d'Airbus. Et c'est absolument frappant parce que, si vous voulez, d'abord, le trafic s'est quasiment arrêté pendant plusieurs mois. Et les prévisions qu'ils font aujourd'hui, c'est pour dire un petit peu quand même ce qui nous attend, hein, c'est que le trafic long courrier, dans leurs meilleures prévisions, devrait revenir à son niveau antérieur à la crise, pas avant 2025. Oui. 2025. Oui. Voilà, je dis ça juste parce que quand il y a eu un choc de cette importance, on voit le temps que ça prend. Pour ce qui concerne Orange, je crois que le constat qu'on peut tous faire, et avec une certaine fierté quand même, c'est qu'on a été à la hauteur de nos responsabilités pendant cette crise. On a eu un rôle critique parce que, bien sûr, quand tout se fait à distance, il faut qu'il y ait des infrastructures de communication qui soient solides et qui tiennent, ce qui a été le cas. On a eu des trafics en forte augmentation sur les réseaux fixes, mobiles, on a fait les ajustements qu'il fallait. Pendant le premier confinement, je le rappelle toujours, où tout le pays était quand même cloîtré, on a fait plus d'1 million d'interventions sur site, grâce à nos techniciens, qui ont été extrêmement courageux, mobilisés. Donc tout ça est un motif je pense, de grande fierté pour tout le monde. Et
Et aussi pour ça d'ailleurs que j'ai voulu vraiment les défendre il y a Oui. quelques jours quand on a eu cette Oui. panne au demeurant grave hein, et très regrettable. Oui. Mais bon, faut Ouais. quand même pas oublier aussi tout ce qui s'est passé depuis début 2020. Et il fallait absolument le rappeler. Donc c'est un constat, je dirais, qui est globalement satisfaisant sur la façon dont l'entreprise a répondu, a réagi, s'est mobilisée, s'est adaptée très vite aussi. On a eu près de 100 000 salariés en télétravail partout dans le monde, y compris dans des pays où on pensait quand même Ouais. que ce ne serait pas simple. On pensait qu'au Mali, on a eu 95% de nos salariés en télétravail. Voilà, donc tout ça, c'est un vrai motif de satisfaction et de fierté. Je pense que l'image du secteur des télécoms aussi a été forte pendant cette période, parce que les gens se sont rendus compte quand même Oui. que la vie d'aujourd'hui, enfin, en pareilles circonstances, dépendait beaucoup de nous. Mm. Et je pense qu'on a montré qu'on était, pour le coup, vraiment là, un secteur d'importance vitale, comme on dit. Un opérateur d'importance vitale. Cette expression n'a jamais été aussi... Non. je pense, justifié que pendant cette période. Et donc maintenant, nous sommes effectivement, un peu comme tout le monde, en train d'essayer d'imaginer ce que va être le monde après cette crise, dont on n'est pas totalement sorti d'ailleurs. Non, Hein. non, Attention rester aussi, vigilant, mais ouais. bon. Qu'est-ce que ça va changer dans la stratégie des entreprises, dans les modes d'organisation du travail, dans le rapport des gens au travail? Et ça, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. On voit les difficultés que beaucoup ressentent pour revenir Oui. sur leur lieu de travail et reprendre des conditions de travail, j'allais dire normales, enfin celles qu'on connaissait avant cette crise. C'est la question du télétravail. Là aussi, j'échange beaucoup moi avec mes collègues des grandes entreprises et on ressent tous le même problème. Oui. Tous le même problème. Ouais. Il y a des risques, comme on dit, des risques psychosociaux, et Ouais. on connaît bien cette expression ici, qui sont particulièrement aigus en ce moment. Moi, je m'attends aussi à une forte crispation sociale, là, maintenant, et dans les mois qui viennent. Parce qu'il y a tout ce contexte-là d'anxiété aussi, et par rapport au retour sur site, par rapport aux perspectives des entreprises. Il y a aussi un paradoxe, je ne veux pas être trop long, il y a un paradoxe qui est que la crise a évidemment affaibli beaucoup l'entreprise, plus ou moins, nous plutôt moins que les autres, mais quand même, dire que ça n'a eu aucun effet sur nous, c'est pas vrai. J'entends encore ça de temps en temps à la radio. On a quand même, nous, enfin, je donne un chiffre simple, hein, l'impact direct économique de cette crise du Covid sur Orange, c'est quand même 600 millions d'euros de marge perdue par rapport à une année normale, entre la quasi-disparition des revenus du roaming, parce qu'il n'y a pas eu de mobilité internationale, les conséquences sur les entreprises, les coûts directs liés à cette crise, enfin, la fermeture des boutiques, etc. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de conséquences. En même temps, les personnels ont été très mobilisés, télétravail ou sur site. Et donc aujourd'hui, par exemple, c'est ce qui se passe avec les négociations salariales, chez nous, mais pas que chez nous. Les gens disent, mais attendez, on a été très mobilisés, vous nous expliquez aujourd'hui que bon, les augmentations de salaire, ça va être limité. Oui, mais d'accord, mais en même temps, il y a aussi une situation économique qui n'est pas simple. Et puis, il y a des perspectives qu'il faut prendre en compte. Donc, je m'attends quand même à une certaine tension, une certaine conflictualité sociale dans les semaines qui viennent. Et je pense que la rentrée sera, on dit toujours la rentrée sera chaude, mais à mon avis, elle va être un peu compliquée. Il y a des tensions sur l'emploi aussi, qui sont paradoxales, parce que là aussi, on pensait qu'il allait y avoir un chômage. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des tensions très fortes sur les recrutements dans plein de secteurs, y compris dans des secteurs comme l'hôtellerie et la restauration, hein, qui ont été à l'arrêt pendant pratiquement un an, et où beaucoup ont les pires difficultés pour arriver à retrouver en fait de la main-d'œuvre, hein, pour récupérer leurs salariés ou pour en recruter. Voilà. Donc c'est un drôle de tableau en fait, hein, qui se dessine. Bien sûr, il y a un vent d'optimisme. Et c'est très bien, avec le relâchement des contraintes, en espérant que ça va tenir. Que ça soit pérenne. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions lourdes, hein, qui se posent. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer, nous, dans les semaines qui viennent, tout en une fois de plus, en mesurant quand même je crois, le rôle qui a été le nôtre pendant cette crise. On a été fort, on a été résilient. L'actualité récente est quand même venue nous rappeler
tous et toutes, Oui, que nous pouvons aussi être fragiles. oui. Et que notre fragilité peut avoir des conséquences terribles. Ouais. Donc ça aussi, c'est un motif de réflexion pour nous. Merci, Président. Effectivement, je me souviens de quelqu'un qui me disait, mais enfin, chez Orange, vous travaillez beaucoup, mais vous ne sauvez pas la vie des gens. Ben, voilà, ça il y a quelques années. Et il dit, ben, ça dépend. Voilà. Merci, Président. Alors, nous allons commencer la table ronde. Alors, quelques règles du jeu. D'abord, Paola m'accompagne sur ce plateau. Paola, je vais te laisser te présenter. Oui, Paola Descognier, je suis présidente de la commission internationale au sein de l'ACSEN Voilà. et je suis consultante interne à la direction de la transformation du groupe. Voilà, merci. Et puis, donc, la règle du jeu, puis bien sûr, je présenterai Maurice Lévy en quelques mots. La règle du jeu, c'est que Paola et moi, à tour de rôle, vous avez vu la parité, là, bon, on a fait ce qu'on a pu, mais à tour de rôle, nous allons vous poser sensiblement la même question à vous deux. Et donc, bien sûr, libre à vous d'y répondre avec le temps que vous souhaiterez. Alors, Monsieur le Président, Maurice Lévy, vous êtes président du conseil de surveillance de Publicis, que vous avez dirigé pendant 30 ans, donc 3 décennies, si je compte bien. Belle entreprise créée par Marcel Bleustein-Blanchet en 1926, si ma mémoire, enfin ma mémoire, mes sources sont bonnes, quand même pas exagéré. Et vous êtes aussi, je crois, un visionnaire, en particulier en termes de communication, même si j'ai bien compris que l'opticien n'était pas loin, parce que très tôt, vous avez compris l'importance de la transformation des entreprises, du digital dans ce rôle de la transformation. Et je crois que vous avez fait de Publicis, entre autres, la première entreprise qui à la fois savait conseiller et savait faire en termes de communication et de transformation. En fait, en quelque sorte, un conseil de bout en bout. Voilà. Et puis, comme je vois bien que vous êtes quelqu'un d'extrêmement actif et qui bouillonnait d'idées tout le temps, vous avez mis en place, avec les échos Vivatech, on en parlera tout à l'heure, c'est un beau succès, ça vient de se terminer. On a quelques chiffres à vous donner qui sont quand même assez impressionnants. Moi, j'ai eu le plaisir d'assister à la première journée. C'est vrai que c'était quand même quelque chose. On parle de 140 000 visiteurs. Et puis, si je fais un tout petit retour en arrière, on m'a dit que pour célébrer le 90e anniversaire de Publicis, à l'époque, donc en 2016, vous aviez choisi 90 startups dans le monde que vous aviez soutenues. Et ça, c'était quand même assez intéressant. On parlait de vision, c'était en 2016. Donc, c'était quand même assez étonnant. Voilà. Comme peut-être vous manquez d'occupation, vous avez aussi créé l'Escalator, il n'y a pas très longtemps. Vous nous en direz sans doute quelques mots. En tout cas, Paola vous posera une question là-dessus. Et voilà. Et vous avez déjà 20 startups qui ont été sélectionnées. Et puis vous nous expliquerez quelque chose d'assez intéressant sur la faisabilité des projets, qui me semble assez intéressant. Voilà. Est-ce que les règles du jeu vous conviennent, messieurs les présidents? Très bien. Alors, je vais... de toute façon, oui, si vous dites non, on est embêté. Mais bon, tout ça n'a pas été préparé, donc il n'y a pas de problème, c'est spontané. Président, première question. Comment avez-vous vécu ces dernières semaines, tant en tant que PDG d'Orange qu'à titre personnel? Je vais faire une réponse rapide parce que ça m'intéresse d'entendre Maurice aussi là, sur ces questions-là. Comment je l'ai vécu? Alors, en tant que PDG d'Orange, j'ai été très engagé, très actif, curieux en fait, parce que j'ai l'impression d'avoir jamais travaillé autant que l'année dernière, tout en ayant, comme tout le monde, eu des périodes de confinement où j'étais chez moi. Et pas de voyage, quasiment pas de voyage. Donc, quelque part, ça libère aussi beaucoup de temps, hein, parce que Dieu sait qu'on passe du temps dans les avions, etc. Donc, un sentiment de gain de temps, pas de voyage, pas de trajet, etc. Et en même temps, une grande fatigue, quoi, parce que moins de moments de sas. Oui, et puis je trouve que l'expérience du travail à domicile qu'on a eu avait des côtés bien sûr agréables. Hein. En tout cas pour ce qui me concerne, je l'ai pas mal vécu à titre personnel. Surtout que le premier confinement, il faisait très beau, donc voilà, pour ceux qui pouvaient avoir un petit bout de jardin ou une petite terrasse, c'est pas le cas de beaucoup à Paris, mais on pouvait sortir un peu, au moins sur sa terrasse. Donc c'était pas forcément désagréable. On a retrouvé un peu sa famille aussi, ses enfants, ils sont grands les miens, mais ces animaux mais en domestiques, même temps, pour ceux qui en ont, oui, qui scotchés. Bien sûr. Non, mais il y a tout ça. Bon, les miens, ils sont très grands. C'est plutôt les petits enfants, en l'occurrence, que j'ai maintenant, qui pourraient venir perturber un peu parfois certaines réunions, mais globalement quand même un sentiment d'intense activité,
Bon, et voilà, on était dans le feu de l'action. Donc, en tant que PDG d'Orange, je l'ai dit, je dirais, on a été un peu comme quand on est, je sais pas moi, dans une sorte de guerre ou un moment très particulier où il faut vraiment d'abord organiser, mobiliser, communiquer. J'ai beaucoup communiqué en interne aussi. Vous avez bien voulu rappeler qu'on me l'en avait rendu gré. Merci. Mais je pense que c'était essentiel, cette dimension de communication interne d'abord. Hein. Donc j'ai fait plein de choses, j'ai fait des visios avec des salariés, beaucoup, un peu partout dans le monde, on ne pouvait pas faire autrement donc, que des visios. Mais j'ai passé beaucoup de temps là-dessus pour expliquer, rassurer, mobiliser. Voilà, à titre personnel, je trouve que si vous voulez ce qui s'est passé, au fond, enfin moi en tout cas, ça m'amène à réfléchir à la vie, à ma vie, à l'humanité un peu aussi d'ailleurs, parce que on s'est rendu compte que on était vulnérables, hein. On était tous très vulnérables et que tout pouvait s'arrêter d'un coup. Il y a plein de choses qu'on considère comme normales ou même auxquelles on aspire dans la vie et dont on voit que pour une raison comme ça qui est extérieur à notre complètement extérieure, totalement extérieure à notre volonté, peuvent s'arrêter complètement. Moi, j'adore voyager, par exemple, à titre personnel. Les voyages business, ça, avec le temps, ça finit par fatiguer un peu, mais j'adore voyager. C'est un des grands bonheurs que j'ai avec mes enfants, de les emmener découvrir des endroits. Bon, bah là, on ne peut plus rien faire. Hein, et même encore maintenant, c'est quand même compliqué. Je vois Roselyne là-bas. J'ai emmené en Israël il y a 2 ans. Ça a été un moment extraordinaire. On parle tout le temps de ce voyage en Israël. Bon, il y a des choses. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave de ne pas pouvoir voyager pendant 1 an ou 2 ans, bien sûr. Mais ça nous a quand même donné, enfin, moi, c'est ma réflexion, ce sentiment de notre fragilité, de notre vulnérabilité, du fait qu'on a des modes de vie qui peuvent aussi totalement changer du jour au lendemain. Ça recentre un peu sur les vraies priorités, peut-être, justement, la famille. Mes parents j'ai la chance d'avoir mes 2 parents, bien qu'ils commencent à avancer quand même dans la vie. Et mon père vient d'avoir 90 ans. Il est plutôt en forme. Et c'est vrai que je ne les ai jamais vus autant, mes parents, que depuis 1 an. J'y suis allé régulièrement. Ils vivent un peu à la campagne, un peu isolés. Ils ont beaucoup souffert de ça. Ils ont un bon réseau, Président ? Ils ont un bon réseau, oui, on s'en est occupé. Et quand même, mais les personnes dans le grand âge ont beaucoup souffert de ce qui s'est passé, énormément, c'est terrible. Ouais. Et j'allais dire presque plus ceux qui ne sont pas dans des établissements que les autres, parce que ceux qui sont dans les EHPAD, ils ont quand même un environnement. Mais ceux qui vivent de façon indépendante, c'est le cas de mes parents, moi, ils ont la chance d'être encore autonomes. Ils ont beaucoup souffert de cet isolement. Donc voilà. Moi, ma réflexion personnelle, c'est ça. C'est un peu un recentrage sur, au fond, ce qui est quand même peut-être important, c'est d'abord son entourage proche, sa famille, ses parents, ses enfants, et le temps qu'il faut savoir leur donner. Et puis, en tant que dirigeant d'entreprise, ça a été quand même essentiellement la mobilisation de l'entreprise, la communication, la vérification qu'on avait bien les moyens d'assurer notre mission, je dirais critique et vitale, je l'ai dit. Voilà en quelques mots, mon cher Maurice. Merci. Alors, Président, est-ce qu'à un moment donné de votre vie, le professionnel a pris le pas sur le personnel? Et si oui, à quel moment? Avec ou sans S? Un tout petit problème de son. Voilà. Non? Parfait, merci. À la régie, que je salue au passage, qui sont des gens formidables et qui nous permettent ce direct. Avant de répondre, si vous le permettez, je voudrais vous dire merci pour l'invitation, remercier Roselyne. Et on ne s'est pas résisté à une proposition de Roselyne, donc je n'ai pas résisté. Et vous dire combien je suis heureux d'être là. Il se trouve que j'ai déjà été sur ce lieu il y a quelques années et que j'ai découvert la richesse de ce lieu. Je voudrais aussi dire merci à Stéphane pour les mots gentils qu'il a eus.
et ajouter un petit élément concernant Orange. Il se trouve que à plusieurs reprises de ma vie, j'ai eu à travailler avec ceux qui étaient France Télécom. Avant France Télécom, j'ai connu l'époque où les postes et télécommunications étaient réunis, et j'ai d'ailleurs fait partie de l'équipe qui avait travaillé pour la séparation. Et depuis quelques années, on est très proche d'Orange et on travaille de manière très intime. Et je dois dire que je suis personnellement époustouflé, et le mot est faible, par la transformation d'Orange. C'est très impressionnant de voir à quel point l'entreprise s'est transformée. Il se trouve que on travaille pour des petits opérateurs, genre Verizon aux États-Unis, des petites choses de ce genre très, très modestes. Et la richesse et en même temps la complexité de l'offre d'Orange montre à quel point l'entreprise est confrontée à une problématique qui est beaucoup plus complexe que celle auxquelles doivent faire face les Américains, et avec d'ailleurs des marges qui sont d'une modestie. Bon, mais ça, c'est notre débat. Donc, très heureux d'être là. Et alors, je vais vous dire à quel moment le pas du professionnel Sur le personnel a empiété sur le privé. Et il se trouve que je viens de célébrer les 50 ans de Publicis. J'ai rejoint l'entreprise en 71. Et c'est le 28 juin 71 que le pas a été franchi, et j'ai encore aujourd'hui, et j'en aurai encore plus lundi, les reproches vivants de mon épouse. qui a de la mémoire, donc. Qui a de la mémoire, donc. Oui, mais là, on ne peut pas... Cette mémoire, je veux dire, ou alors on n'est pas humain. Ma femme était enceinte. Je lui ai dit, écoute, sois gentil, fais tout pour ne pas accoucher le 28. Le 28, je présente le plan. J'avais rejoint Publicis le 2 mars 71, je le rappelle. Le 28 juin, je présente le plan. Il y a 400 personnes dans la salle. Il y a Marcel Bustan-Blanchet, qui à l'époque était un géant. Ouais. Et je vais être confronté à tout l'état-major de l'entreprise assez profondément, donc fait tout ce qu'il faut pour ne pas accoucher le 28. Et je me rappelle, le week-end précédent, on avait marché, on avait été, je l'avais emmené à la butte Montmartre, monter les marches du Sacré-Cœur pour accélérer un peu le processus. Vous ne lui avez pas fait faire les carreaux, rassurez-nous. Non. Bon. Et puis... dans la nuit du 27 au 28, et voilà. Je dis, moi, si ça t'arrive au moins à 2h du matin, et effectivement, à 2h du matin, on s'est précipité à la clinique. Malheureusement, à 9h, il n'était toujours pas là. Ah mince. Et je l'ai laissé. Et encore, 30 ans elle prépare l'anniversaire de son fils pour lundi. Et elle me dit, je te rappelle que tu n'étais pas là pour... Je lui dis, oui, je sais. Et il se trouve que... Donc, je n'ai pas assisté à l'accouchement. Je l'ai laissé seul. Elle me le rappelle tous les jours. C'est pour vous dire pourquoi j'ai un souvenir aussi précis. Et puis, il se trouve que lundi, c'est Choose France, que le président de la République organise un grand raout
qu'il y a un dîner, etc. Et c'est pas vrai. L'histoire se Et que répète. j'avais d'abord dit oui, parce que je n'ai pas fait attention. Et puis, sans rien dire à ma femme, j'ai bien entendu annulé, parce qu'il y a des limites. C'est le Cassius Belli. Il y a des limites à la perversité. Donc, c'était ce jour-là, de manière très précise. Et puis, il se trouve que j'ai vécu une aventure assez extraordinaire à Publicis, d'entrée de jeu, avec un énorme défi qui m'a été imposé, en quelque sorte, quand je suis arrivé. C'est qu'il fallait transformer tout le système informatique. Au point de départ, je suis un informaticien. Ça ne se voit pas, mais... Un informaticien patron d'un groupe de communication. Oui, oui. Bravo. Mais j'écrivais des lignes, on utilisait un autre mot de code et je programmais en langage physique. Donc, j'étais pas mauvais. Et il fallait transformer toute l'entreprise, passer à l'informatique une nouvelle manière. Et heureusement que ça a été fait, parce que il y a eu un incendie qui a tout détruit. La seule chose qu'on a récupérée, c'est les données. Et ça a permis à l'entreprise de repartir. Et pendant toute cette période, je veux dire qu'il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas de 14 juillet, il n'y avait pas de week-end, il n'y avait rien du tout. Et si vous voulez une anecdote, à un moment donné, j'avais été voir Marcel Bustin-Blanchet parce qu'on avait réussi le pari. Et je lui ai dit, voilà, tout a été fait, on a basculé comme prévu, et donc on est sur les nouveaux ordinateurs, tout va bien, il n'y a pas de souci, et les gens ont travaillé comme des malades, pas de week-end pendant toute l'année 71, on était début janvier 72. Et je vous ai préparé une liste de primes à distribuer. Il me regarde et me dit, Maurice, vous êtes sans cœur. Vous voulez leur donner de l'argent, il vaut mieux leur donner le prochain week-end. Je trouvais ça. Je lui dis, oui, on va leur donner le prochain week-end, mais pour qu'ils puissent partir en week-end, on va leur donner une prime. Et c'est comme ça que ma première relation avec un petit bras de fer a commencé avec Marcel Bustin-Blanchet, mais qui était très bien. Il voulait me tester pour savoir jusqu'où j'étais capable de résister à sa pression. Et donc, ça a été ensuite, malheureusement, et heureusement, parce que j'ai fait des choses passionnantes, une vie où le privé et le professionnel se sont intimement mêlés. Et je travaille effectivement plutôt 6 jours par semaine que 5. Et plutôt, encore aujourd'hui, 12 à 14 heures par jour, plutôt que 6. Voilà, donc, mais en même temps, et c'est ce que j'ai expliqué, et qui a été très bien compris aussi bien par ma femme que mes enfants, ce qui compte, c'est l'intensité de la présence. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça n'est pas la quantité, mais la qualité. Et absolument. Et bien donc, sûr. quand on est là, j'écoute, je coupe mon téléphone, je ne réponds pas, et je suis présent. Très bien, merci, Président. Nous allons parler maintenant de Vivatech. La 5e édition de Viva Technologies a eu lieu la semaine dernière. Un format hybride avec Porte de Versailles. Il y a 26 000 visiteurs et 140 000 en total. Il y a eu des speakers de renom international comme M. Richard, il y a eu Mark Zuckerberg, Tim Cook, il y a eu les GAFA. C'était assez bien. Le Premier ministre. Le Premier ministre aussi, Thierry Breton aussi. C'était un grand moment de la relance. Monsieur Lévy, vous êtes le cofondateur de Vivatech. Quel bilan tirez-vous de cette édition 2021 ? Êtes-vous fier ? Dites-nous tout. Alors, vous aviez évoqué le 90e anniversaire de Publicis. C'est la raison pour laquelle il y a Vivatech. Lorsque on
préparer le 90e anniversaire de Publicis, j'ai réuni une petite équipe et j'ai dit soyez gentils, ne me faites pas un projet d'un bouquin que les gens vont laisser sur la table d'entrée, ou ne me faites surtout pas un film, trouvez-moi des idées. Et puis au bout de quelques moments, on dit on a trouvé une idée, mais vous ne l'accepterez pas. C'est de financer 90 startups. Et donc, on a engagé un jury, on a engagé tout un processus, et puis après, il a fallu célébrer. Et je me souviens, j'étais interviewé par les gens des Échos, et j'explique l'événement, j'explique enfin le processus, le 90e anniversaire, et je dis, je vais faire un événement qui va ressembler un peu, et Stéphane doit s'en souvenir, parce qu'il a participé un peu au EG8. Et Stéphane, d'ailleurs, avait été le premier à nous soutenir pour le G8, où nous avions déjà réuni ce qu'il y avait de mieux. Et un jour, il écrira, et on comparera nos notes, la séance à Deauville, la séance à Deauville avec les chefs d'État du G8 qui étaient là, M. Obama, Oui. Mme Merkel, Oui. le président Sarkozy, Medvedev, qui était avec sa tablette et qui montrait que lui, il avait une tablette pendant que les autres prenaient des notes. Monsieur Obama qui arrivait un peu en retard avec un pas chaloupé, un peu comme un félin. Donc, et on avait organisé tout ça aux Tuileries et je me suis dit, je vais faire à peu près la même chose et pour célébrer ces 90 startups. Et j'en parle dans cette petite interview. Et Francis Morel, qui dirigeait les Échos à l'époque, me dit, je vais faire la même chose. Je vais créer un événement. Je lui dis, mais faisons-le ensemble. Et on a fait Vivatech, Viva Technologie. Alors, pour revenir à la 5e édition, celle de cette année, c'est un sentiment mixte. Je suis extrêmement heureux du résultat, qui est effectivement spectaculaire. Je trouve que tout le monde a joué le jeu de manière exceptionnelle, que ceux qui ont pu venir ont passé des moments formidables parce qu'ils ont eu le temps de discuter, de voir toutes les innovations. Le line-up de speakers, comme vous l'avez souligné, était aussi exceptionnel. Donc, les innovations qui ont été présentées étaient tout à fait remarquables. Donc, vraiment, des chiffres qui ne font qui ne peuvent que faire plaisir. On a touché 119 millions de personnes dans 148 pays, 1,7 milliard de vues. Donc, tous les chiffres sont formidables. Mais j'ai un sentiment un arrière-goût, un peu négatif, un peu frustré. Parce que quand j'ai vu toutes ces innovations, j'ai vu tout ce qui a été présenté, j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde en physique et que les gens n'aient pas pu bénéficier de cet extraordinaire déferlement d'innovation. La jauge n'était pas atteinte, donc. Non, il y avait 26 000 personnes, c'est pas mal. La dernière année, en 2019, il y avait 124 000 personnes qui sont venues. Tout ce qui a été présenté, et il fallait voir aussi ce que Orange a présenté, oui. Tout ce qui a été présenté méritait d'être vu par beaucoup plus de monde, physiquement. Ouais. Voilà. Et c'est ça ma frustration. Et je trouve ça dommage. De même que les intervenants à distance, il y a toujours ce côté, l'écran qui est là, alors que c'était la première manifestation à l'échelle européenne au minimum, à l'échelle mondiale sur le plan tech définitivement, où les gens se retrouvaient. Et il fallait voir, ils étaient heureux de se retrouver, ils étaient heureux d'être là, ils étaient heureux de revivre quelque chose avec un caractère émotionnel. Donc c'est
un formidable bilan, mais à titre personnel, j'ai une petite frustration du fait que plus de monde n'ait pas pu en bénéficier, parce qu'il y a tellement de belles choses à voir. Merci, Monsieur Lévy. Monsieur Richard, Orange est un des Platinum partenaires de Vivatech. Il y a eu, on l'a vu, beaucoup de startups d'Orange qui étaient là. Quelle est votre vision de la collaboration entre les grands groupes et les startups? Vivatech, ça a été effectivement une histoire au départ entre Maurice et moi, j'allais dire, parce que effectivement, quand ce projet s'est formé, il est venu m'en parler, moi et quelques autres. Le premier. Le premier. Oui, Oui. je tiens à le dire. Si, Maurice, mais ça, c'est toi qui peux le dire. Je suis venu voir Stéphane, c'était le premier contact que j'ai eu, et si Stéphane avait dit non, je ne sais pas si on aurait pu créer Vivatech. Je tiens à le dire, c'est important. Merci de rappeler ça. Mais oui, moi, je dirais, j'ai tout de suite adhéré à l'idée. Pourquoi? Parce que, à la fois, je pense que c'est un événement qui est très important pour l'innovation, les startups, les jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup, ces dernières années d'ailleurs, bénéficié de ce moment, ce lieu où ils peuvent être mis en valeur, ils peuvent se retrouver, ils peuvent voir tout un tas de partenaires qui sont importants pour pousser leurs projets, les grands groupes, mais pas uniquement les grands groupes, les banques aussi, la BPI par exemple, et tellement d'autres. C'est important pour Paris, pour la France, pour l'Europe, d'avoir un événement comme ça, très important. Je pense que Vivatech, aujourd'hui, et franchement, c'était quand même pas du tout écrit d'avance, c'est devenu un des rendez-vous mondiaux, des tout premiers rendez-vous mondiaux dans ce domaine-là, à Paris. Et donc ça, moi, ma fibre patriote, en l'occurrence, elle a joué aussi là, parce que je trouve que c'est un très beau résultat d'avoir réussi à créer cet événement avec l'ambition qu'il fallait. Vous voyez, parce que ça, j'en profite pour dire ça. Une des choses qui, je trouve, on parlait de Maurice tout à l'heure, je ne veux pas faire son panégyrique, mais quelque chose qui est assez marquant avec lui, c'est toujours le niveau d'ambition. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, effectivement, voilà, quand il a eu la conception de Vivatech, c'était pas faire une petite réunion avec voilà, quelques dizaines de startups dans un coin, etc. C'était la porte de Versailles, 150 000 mètres carrés, 1 million de personnes. Enfin, voilà. Mais alors, évidemment, parfois, on peut dire que ça peut tangenter à une forme de mégalomanie, mon cher Maurice. Mais moi, je trouve que c'est beau d'avoir de l'ambition. Et pour cet événement-là, c'est ça qui a été la clé de la réussite aussi. C'est vraiment le niveau d'ambition qui a été fixé. Sur la question de la relation des groupes, enfin d'Orange avec les startups, nous, on a une histoire qui est pas facile dans ce domaine-là, parce que d'abord, on est une entreprise où il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'innovation. Ici, on est quand même dans nos grands sites à ce titre. Et disons on vient d'une culture publique aussi, dans ce domaine de l'innovation, pas tellement orienté quand même sur la création d'entreprises, des startups, etc. Plutôt in-house, comme on dit. Donc, cette notion un peu d'ouverture de l'entreprise vers l'écosystème, comme on dit aujourd'hui, de jeunes entreprises, d'innovateurs et tout, c'est pas forcément quelque chose qui était inscrit dans nos gènes, même si on a, et je le dis quand même aussi, des personnes, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui travaillent depuis des décennies dans le monde de l'innovation, qui sont des gens très ouverts, au contraire, parce qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Si vous voulez, beaucoup de grandes avancées technologiques dans notre monde des télécoms qui sont dues, directement à France Télécom, ça s'appelait comme ça à ce moment-là, ont été faites dans le cadre de coopération.
Le GSM, typiquement, la norme GSM, c'est une invention franco-allemande au départ, et donc sur la base donc il y a un esprit de coopération, mais pas forcément une grande capacité où on n'avait pas non plus forcément les moyens, d'ailleurs, de s'ouvrir un peu à ce monde des startups. Pour les startups, une boîte comme Orange, c'est à la fois un rêve, parce que c'est grand, il y a plein de compétences, il y a justement cet esprit aussi et ses capacités très pointues dans beaucoup de domaines. C'est un partenaire potentiel, pas forcément d'ailleurs uniquement financier, hein, mais beaucoup dans le mentoring, dans l'accompagnement, dans la capacité aussi à tester grandeur nature des innovations. Donc c'est un rêve, et en même temps c'est un cauchemar, parce que quand vous êtes une petite entreprise avec une petite équipe de quelques personnes, que c'est déjà une bagarre quasiment quotidienne pour arriver à lever des fonds, faire avancer votre projet et tout ça, vous confrontez à un mastodonte très compliqué quand même, hein, comme Orange, ça peut être vite épuisant. Et ça crée beaucoup de frustration. Donc il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup de déceptions quand même, hein. Il faut le dire lucidement quand on interroge un peu les jeunes entrepreneurs. Ça fait longtemps, moi, que je me suis rendu compte de ça. Et donc j'ai essayé par divers moyens, je dirais, d'améliorer un peu cette relation entre Orange et l'écosystème de start-up. On l'a fait essentiellement d'abord sur le plan financier en mettant en œuvre tout un dispositif d'investissement dans les startups. C'est la politique de corporate venture que nous avons menée. D'ailleurs, ça a été le cadre aussi d'un autre grand projet avec Publicis, que nous avons mis en route quasiment dès que je suis arrivé dans le groupe, hein, en 2010, puisqu'on a créé un fonds, là aussi, ambition. Qu'est-ce que j'ai pas entendu au début? Non, mais parce que Maurice est venu me voir, il dit il faut qu'on fasse un fonds, enfin un fonds pour investir dans des jeunes entreprises, dans des startups. Start-up ou entreprise d'ailleurs déjà qui avait un petit peu un track record. Mais bon, il faut qu'on fasse un truc un peu voilà, qui de la gueule. significatif, quoi. Hein, bon, et donc, il a placé la barre à 150 millions. Bon, voilà. Donc, donc, on a fait ce projet, Iris. Et puis, après ça, d'abord, ça a vécu sa vie. On a fait une première levée, puis une deuxième levée, et puis ça vise toujours, et c'est très bien. Et ça fait beaucoup de belles opérations. Et puis on a multiplié un peu on a démultiplié plutôt ce dispositif en essayant de viser des catégories d'entreprises un peu différentes. On a lancé un programme qui s'appelle les Orange Fab, qui est un accélérateur de start-up. Donc ça, c'est un peu le principe de Top Chef, si vous voulez, appliqué aux start-up. Donc on a lancé ça en Californie, puis on l'a multiplié dans pas mal de pays du monde, dont la France, bien entendu. On a fait ça, et ça c'est plus récent aussi, dans des coopérations avec d'autres entreprises. Par exemple, on vient de lancer un projet qui s'appelle Future for Care, qu'on a lancé, qui est un accélérateur de start-up aussi, qu'on a lancé avec Capgemini, Sanofi et Generali dans le domaine de la santé, de l'e-santé. Donc moi je crois que, si vous voulez, d'abord, une grande entreprise, fût-elle Orange, ne peut pas, toute seule, ou elle seule évidemment, mener une politique en direction de cet écosystème bouillant et foisonnant de l'innovation et des startups. Il faut qu'elle le fasse, il faut qu'elle ait des dispositifs propres, mais il faut aussi qu'elle soit impliquée dans des projets collectifs qui mobilisent d'autres acteurs, d'autres entreprises. C'est ce qu'on fait avec Publicis pour Iris, c'est ce qu'on fait avec d'autres partenaires dans d'autres domaines. Donc l'ouverture, elle est aussi à ce niveau-là. Bon, deuxièmement, il faut vraiment qu'on essaye d'accueillir et de faciliter la vie aux startups en essayant de ne pas les étouffer, les écraser, et en n'étant jamais ambigu sur le fait qu'on fait ça pour les racheter après. Vous voyez, parce que ça aussi, c'est un problème souvent que les grands groupes ont. Il ne faut pas s'interdire de le faire, mais ça doit rester assez exceptionnel. Et la plupart du temps, les jeunes créateurs d'entreprises, ils n'ont pas envie de se faire racheter très vite par un grand groupe. Ça, c'est un mythe. On se dit, ils font ça pour gagner les licornes, là, pour gagner plein d'argent. Et puis non, en fait, non. La plupart, en fait, c'est pas du tout leur but. Ils veulent d'abord poursuivre leur projet, se développer, vivre cette aventure, et pas forcément passer à la caisse et aller se retirer, je sais pas où, dans un paradis fiscal jusqu'à la fin de leur jour. Pas du tout. C'est pas la mentalité des entrepreneurs, ça. Bon, il faut le comprendre. Donc,
Donc il faut être prudent là-dessus et accompagner, pas étouffer, ce qui est toujours un grand défi pour nous. Et un dernier mot pour dire que il y a un sujet sur lequel nous ne sommes pas bons, enfin je trouve, quand je dis nous, c'est nous Orange, mais globalement les grandes entreprises. Ça fait des années que moi j'essaye de bousculer ça, mais c'est malheureusement très très difficile, très compliqué. C'est le domaine des achats. Vous voyez, parce que aujourd'hui les grands groupes ont des politiques d'achat qui sont extraordinairement contraintes, à la fois pour des raisons économiques, il faut acheter le moins cher possible, mais aussi pour des raisons de ce qu'on appelle la compliance aujourd'hui, c'est-à-dire il faut faire des appels d'offres, des trucs irréprochables. Bon, on devient un peu malade des marchés publics, hein, même si on n'est pas une entreprise publique, ni rien, mais ça finit par être un carcan bon, on n'achète rien si on ne fait pas d'abord un appel d'offres avec 15 candidats, etc. Bon. Donc ça mobilise d'abord des armées de personnes, ça, parce que... Et puis deuxièmement, surtout, ça exclut de fait les startups. C'est épouvantable quand vous êtes une jeune petite entreprise de rentrer dans cette mécanique. Il faut être référencé. Déjà, pour être référencé, il faut des mois de processus. Et puis si vous arrivez à être référencé, derrière, vous êtes mis dans une espèce de moulinette qui fait que c'est un cauchemar. Et pour des entreprises qui ont très peu de moyens, qui n'ont pas très peu de ressources administratives, etc., c'est quasiment impossible, donc elles renoncent. Et moi, je trouve ça dommage, et parce que je trouve qu'un des grandes contributions qu'on devrait pouvoir apporter aux startups, c'est de leur permettre de rentrer dans nos fournisseurs, pour plein de sujets, dans le domaine des RH, voilà, dans plein de domaines. Et ça, c'est très compliqué. Ça reste pour moi, si vous voulez, un axe de progrès. J'avais défini un peu ce concept du fast track pour les startups en matière d'achat, comme dans les parcs d'attractions, vous voyez. Et en fait, je crois que je n'y suis jamais vraiment arrivé, mais je comprends en même temps. Hein, c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a vraiment quelque chose à essayer d'inventer à ce niveau-là. Merci. Alors nous allons changer de sujet pour la troisième question et on va plutôt parler du rôle du digital dans la reprise. Mais auparavant, je voudrais vous faire visionner une prise de parole de nos amis de l'Axon. L'Axon, c'est l'association des cadres supérieurs de Sonatel au Sénégal. Et donc nous nous sommes rapprochés ces derniers mois grâce à Thomas Tressac, que je salue, qui est président de la région Île-de-France. Et donc sa secrétaire générale, dont je vais être obligée de lire le nom, je vais dire Solange, ce sera plus simple, veut nous dire quelques mots sur la stratégie digitale de la Sonatel. Quelles sont les perspectives de croissance au Sénégal? Haut débit, câbles sous-marins, Orange Money, cyberdéfense. La question aujourd'hui est plutôt comment devons-nous y prendre part pour tirer le maximum de profit de toutes ces opportunités que nous offre le haut débit, le câble sous-marin, Orange Money, la cyberdéfense. Avec surtout une amélioration de l'expérience de nos parties prenantes, axée également sur un engagement sociétal beaucoup plus impactant. C'est la raison pour laquelle l'Axon suit et contribue au renforcement des orientations politiques stratégiques de notre groupe, car nous assistons à une croissance vertigineuse des besoins numériques, que ce soit en termes de débit, de qualité, de gestion de la relation client, de toutes nos parties prenantes, qui constituent des exigences aujourd'hui non négociables pour demeurer compétitifs. Nous saluons le projet Joliba, les efforts déjà réalisés sur la fibre optique, Orange Money également, mais force est de reconnaître que la marge de progrès est énorme, surtout en ce qui concerne un sujet comme la cyberdéfense, qui constitue un pilier central de survie pour la majorité de nos organisations, qui sont déjà suffisamment fragilisées par cette pandémie Covid-19. Voilà, une intervention péchue. Nos amis du Sénégal ne sont pas en reste après cette pandémie. Alors, Président Stéphane Richard, quel est selon vous le rôle du digital dans la reprise? Là, on parle bien de reprise, hein, c'était le thème central de la table ronde, donc nous y venons maintenant. Il est évidemment capital. On est déjà dans un monde social, économique, politique qui s'est beaucoup
digitalisée, si l'on peut dire, en tout cas, où la communication, l'utilisation des réseaux, les modes de communication interpersonnels via les écrans et via toutes ces applications, la digitalisation des entreprises est déjà très avancée et concerne tous les secteurs de l'économie, tous les pans de la vie sociale. Cette épidémie va, c'est notre analyse, plutôt accélérer encore ce mouvement. Et ne serait-ce que parce qu'elle a fourni l'occasion de tester en grandeur nature, je dirais, la digitalisation d'un certain nombre de nos activités. On a appris pendant cette pandémie à travailler à distance avec le digital. On a appris à s'éduquer à distance. Il a bien fallu. On a appris à se soigner à distance, etc., etc. Donc, se distraire aussi. Se distraire, bien entendu. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le monde de demain sera encore plus digital et peut-être plus rapidement encore. Je recite Guillaume Faury d'Airbus dans son exposé sur l'aérien qui nous disait que ça peut paraître étonnant, mais il y a deux grandes tendances technologiques sur l'aérien. C'est le Green Deal, enfin disons la capacité de l'aérien à réduire son empreinte carbone. Et eux, à cet égard, ils font le choix de l'hydrogène. Et puis, il y a la digitalisation. Parce que l'avion connecté, on parle toujours de la voiture connectée, mais l'avion connecté est de plus en plus connecté. Ça va être aussi pour lui en tout cas, une tendance fondamentale de son métier. Donc ça, je pense que cette perspective-là, elle est claire à peu près pour tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette tendance-là, elle pose des questions lourdes. Oui. Elle pose des questions lourdes et je ne veux pas être trop long, mais je citerai d'abord ça a été dit d'ailleurs dans l'intervention précédente, les problèmes de sécurité. Les problèmes de sécurité qui sont, alors, bien sûr, les problèmes de cybersécurité. Imaginez un avion connecté qui ferait l'objet d'une cyberattaque, ça peut être un petit peu embêtant. Donc les questions de cybersécurité, elles vont devenir de plus en plus essentielles. Partout, y compris dans le monde de la défense. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue il y a quelques temps avec Jean-Yves Le Drian, qui, bien qu'étant au Quai d'Orsay, a quand même toujours un certain intérêt pour les affaires de défense nationale, qui me disait que toute la chaîne de commandement des SNLE, enfin des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc qui est notre force de frappe quand même nucléaire, aujourd'hui, elle dépend largement aussi de la connectivité et du digital. Et il disait, évidemment, pour nous, sécuriser cette chaîne de commandement et donc, en gros, mettre en place des systèmes qui permettent d'assurer la protection absolue de cette chaîne de commandement par rapport aux cyberattaques, c'est quand même critique. Vous imaginez, si vous avez une bande de pirates quelque part dans un pays de l'Est ou en Corée du Nord qui prend le contrôle d'un sous-marin nucléaire. C'est un peu embêtant. Donc, la question de la cybersécurité, elle va devenir majeure partout. Je pense qu'on est encore très très loin d'imaginer ce que ça va être. Et donc, c'est pour ça que je suis d'ailleurs très heureux que nous, chez Orange, on ait un peu anticipé ça. On ne va pas parler d'être visionnaire, mais en tout cas, ça fait quand même quelques années qu'on a bien vu qu'il y avait un gros sujet à ce niveau-là, qui était important pour nous, mais aussi beaucoup pour tout le monde, en fait, et notamment pour toutes les entreprises, et même pour les particuliers d'ailleurs. Mais enfin, beaucoup pour les entreprises, et que ça serait aussi un business important. Donc, ça fait partie des grands sujets que pose des grandes questions que pose la digitalisation accélérée du monde après cette crise, qui va être aussi un moteur de relance. Parce que typiquement, la cybersécurité, c'est un domaine dans lequel on va devoir investir, on va devoir recruter beaucoup. La transition écologique ne marchera vraiment qu'en s'appuyant sur le digital. Et parce qu'on dit souvent cette transition écologique va être aussi le moteur de la relance, parce qu'il y a le défi climatique, parce qu'on le voit bien dans tous les domaines. Oui, ça je pense que c'est vrai, en tout cas ça peut être vrai, ça doit être vrai, mais ça devra aussi beaucoup se reposer sur les technologies du digital. Vous voyez, donc le digital, c'est vraiment
un peu un ensemble de technologies, parce qu'on dit le digital, ça recouvre beaucoup de choses. C'est un ensemble de technologies qui vont être vraiment, en quelque sorte, le système nerveux du monde de demain, qui va connaître des changements importants dans une période, j'espère, de relance de l'activité économique, mais qui est partout. Je vais prendre un autre exemple qui me vient en tête, mais la crise a amené l'arrêt, malheureusement, des restaurants, des bars, etc., pendant pratiquement un an. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'évidemment, ça a développé massivement le e-commerce, les livraisons, enfin tout le business de la livraison des repas à domicile. Est-ce que tout ça va s'arrêter du jour au lendemain parce que les restaurants rouvrent ? Non, bien sûr. Donc, si vous voulez, voilà, typiquement, la relance dans ce domaine-là, elle va avoir aussi une composante digitale. Aujourd'hui, quand on veut réserver une table dans un restaurant, dans beaucoup de cas, on commence par aller sur Internet et on le fait sur Internet. Bref. Donc, la digitalisation, elle est partout, elle va être accélérée, ça va être un moteur de la relance, en tout cas pour tous les secteurs d'activité. Et peut-être un dernier mot pour dire combien, d'ailleurs, cette question-là montre qu'au-delà des risques cyber, ça pose le problème de la résilience, de la fiabilité, de la soutenabilité d'ailleurs des réseaux télécoms. Vous voyez, ça nous renvoie un peu aussi à l'actualité. Hein. Mais parce que les trafics ils vont continuer à augmenter massivement et toutes les opérations critiques qui sont faites pour les entreprises, pour les services publics, ça va poser de plus en plus le problème de la fiabilité des réseaux. J'ai fait un tweet lundi dernier qui a été un peu commenté sur le vote, parce que j'entendais tout le monde se lamenter du fait que 87% des jeunes n'étaient pas allés voter au régional, et les gens disaient mais oui, mais c'est parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Mais je ne crois pas. Je pense que vraiment ça c'est une erreur de politique. On a des politiques, je suis désolé, mais enfin souvent qui sont quand même, ils continuent à être dans leur grille de lecture. L'abstention, c'est parce que ça ne s'intéresse pas les gens. Non. Oui, bien sûr, il y a des gens qui ne s'intéressent pas au régional, certes. Mais on n'est pas passé de 50% d'abstention à 90% d'abstention dans cette population-là parce que les gens ne s'intéressent plus à la politique. C'est pas vrai. Donc simplement, on continue à voter comme dans les années 30. C'est ça. Donc il y a un problème. Enfin, voilà, c'est tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce tweet sur le vote électronique, avec la blockchain, etc. C'est sûr qu'il y a des choses à faire. Maintenant, alors ça a déclenché des déchaînements, c'est incroyable. De tous les tweets que j'ai fait, rendez-vous compte, quand même, depuis 2004, ça fait depuis 2014 que je suis sur Twitter, c'est celui qui a eu le plus d'engagement, comme on dit. Hein. Il y a eu, je ne sais pas combien, 200 000 réponses, un truc de dingue. Parce que tous les complotistes, les Trumpistes, les machins, ils sont tous sortis de leur boîte. Ils m'ont sauté à la gorge sur le sujet. Bon, je ne sais pas si c'est techniquement une bonne idée. Je pense que oui, mais bon, chacun a son avis. Mais de toute façon, si on va dans cette direction, vous voyez bien que là, pour le coup, on n'a pas le droit à la moindre erreur. On n'a pas le droit au moindre dysfonctionnement. Imaginez ce qu'aurait été une opération de vote avec une panne au milieu. Vous voyez déjà ce qu'il y a eu sur la propagande électorale. On se demande d'ailleurs pourquoi la propagande électorale, c'est encore du papier. Ouais. Excusez-moi, mais à l'époque où on parle de l'empreinte carbone, etc., il y a toute une histoire parce qu'on n'a pas reçu les papiers qui vont directement à la poubelle en général quand on les reçoit. Bon, voilà. Enfin, bref, donc oui, le monde va se digitaliser de plus en plus, ça j'en suis convaincu. Ça sera un moteur de la relance, ça pose beaucoup de questions et il faut qu'on soit en anticipation de ces questions. Merci. Président Lévy ? Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Stéphane. Il est vrai qu'on a eu, grandeur nature, une expérience inattendue qui est comment se mettre au travail quand tout s'arrête et qu'on n'a plus la possibilité de retourner à son propre bureau. Donc on a travaillé au travers de Zoom, de Teams et d'autres outils. Cela ne veut pas dire pour autant que les entreprises se sont transformées. C'est-à-dire qu'elles ont effectivement apporté quelque chose, mais elles ne se sont pas encore radicalement transformées.
Et je pense que le numérique va jouer un rôle très important. Bien sûr, le e-commerce a été dit, le click and collect, comment accélérer un certain nombre de choix, la révolution qui va se passer chez les concessionnaires automobiles, les problèmes qui vont se poser aussi pour l'immobilier. Il va y avoir des changements radicaux qui vont intervenir dans les 10-15 prochaines années et qui vont être de véritables bouleversements avec des conséquences énormes sur beaucoup de choses. Mais ceux qui vont gagner sont ceux qui vont dès maintenant se reposer les questions de leur propre transformation. C'est-à-dire, les transformations doivent être beaucoup plus radicales, beaucoup plus profondes. Ça change la manière de travailler. Quel va être le rôle du télétravail dans l'avenir? Jusqu'où va-t-on aller? Les approvisionnements, le supply chain. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Stéphane Richard a évoqué tout à l'heure le problème du procurement, de la direction des achats avec toutes les rigueurs, que ce soit la rigueur économique, la rigueur de compliance, etc. Et ils font un boulot assez formidable sur ce plan-là et avec ce type de critères. En même temps, ça a conduit à la fabrication d'un pays usine, qui est la Chine. Et beaucoup de gens se sont délocalisés et un certain nombre de choses qui auraient dû être placées sous la souveraineté sont parties tout simplement parce qu'il y a cette obsession. Il y a le problème des puces, par exemple. Les puces électroniques, c'est aussi le résultat de cette approche. De même que la concentration et le fait qu'un certain nombre d'entreprises ont disparu parce qu'on réduit le nombre de fournisseurs, on les concentre, etc. Donc, et je ne jette pas la pierre au procurement parce que je pense que c'était quelque chose qui était dans l'air du temps et qui en même temps a apporté des services considérables à toutes les entreprises. Donc la question qui va se poser demain, c'est quel type d'entreprise, comment est-ce qu'on va transformer le travail, qu'est-ce qui va se passer au niveau du télétravail et comment est-ce que les entreprises vont se transformer avec ce phénomène de cybersécurité derrière et tous les nouveaux services, parce qu'on voit tous les jours, s'il y avait une chose, y compris d'ailleurs très intéressante chez Orange, parmi les startups qui étaient sur le stand d'Orange, celle sur la formation, etc., il y a énormément de choses qui vont changer radicalement la façon d'apprendre, la façon de vivre, la façon de même acheter des choses de première nécessité et de ce fait, le comportement que les gens ont dans la vie. Donc, oui, le numérique va jouer un rôle essentiel et on n'en est qu'au début. Malgré les 25 ans ou un peu plus d'existence d'Internet, en réalité, plus de 30 ans, puis ça a commencé en 87, mais c'était d'abord militaire et pour les chercheurs, mais au public, 93, 94. Et donc, on voit bien ce qui reste encore à faire et qui est colossal. On est peut-être à 15 ou 20% du chemin. Merci. Alors, on va continuer avec Martin Luther King disait « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. » Monsieur Lévy, tout à l'heure, on a parlé des rêves. J'ai entendu le mot rêve de votre part, le mot rêve de la part de Monsieur Richard aussi. Monsieur Lévy, l'incubateur des startups que vous avez lancé cette année, qui s'appelle l'Escalateur, était un rêve qui devient une réalité pour vous? Un rêve, je ne sais pas, je pense que... j'y ai pensé depuis très longtemps. Donc, est-ce que c'est un rêve? En tous les cas, c'est une nécessité. C'est une nécessité quand on constate qu'il y a des discriminations qui s'imposent presque naturellement, qu'il y a des barrières qui sont très difficiles à franchir pour les gens, qu'il est très compliqué pour des gens qui sont issus de milieux défavorisés d'avoir accès à des relations, d'avoir accès à du capital. Il fallait donc faire quelque chose.
Et, pardon, mais là encore, je me suis tourné vers Stéphane. C'est le guichet. C'est le premier guichet auquel je frappe. Alors, là, sans mégalomanie. Vous avez été raisonnable. Vous avez été raisonnable. Très modeste. Je frappais à sa porte en lui disant, voilà ce qui se passe. Ce serait bien si tu nous accompagnais dans ce projet. Il a dit oui. Et c'est vrai que maintenant, ça existe. Alors, c'est formidable. Parce que pour plein de gens, l'ascenseur social est en panne. Il faut qu'il trouve quelque chose. Et la meilleure façon, quand il est en panne, c'est de prendre l'escalator. En plus, l'escalator présente un avantage, c'est que vous pouvez avancer à votre rythme. Un ascenseur, vous vous laissez porter. Et vous marquez la différence. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont des idées, qui ont la volonté de réussir et qui sont nés dans des milieux défavorisés. Nous avons 20 startups qui ont été sélectionnées après un processus où on était parti avec 450. Il faut dire qu'elles étaient présentes à Vivatech et c'est la représentation de l'équipe de France de foot. Ils sont blacks, ils sont beurre, ils sont blancs. Et ils sont formidables, ils ont un enthousiasme d'enfer. 40% sont des femmes. Ah, formidable. Bonne nouvelle. N'est-ce pas? La richesse de la 40%. diversité aussi, la mixité. 40%. Et il y a certaines, elles sont un talent exceptionnel. Et elles ont des idées formidables. Donc, et dans tous les domaines. Donc moi, je suis très fier de cela. Alors, mon rêve maintenant, Parlons des rêves. c'est que l'escalator aille beaucoup plus loin, qu'il permette des fonds d'amorçage et qu'on puisse leur donner aussi les moyens et que l'escalator fasse des petits dans les banlieues de Lyon, de Marseille, de Lille, etc. et qu'il ne soit pas confiné uniquement à Paris. Donc, j'aurais vraiment réalisé mon rêve quand on sera avec plusieurs centaines de startups et qu'on aura quelques rôles modèles qui prendront le pas sur les caïds des banlieues. Quand les gens vont se dire, au lieu de dire je veux avoir la grosse Mercedes du caïd parce qu'il est le roi de la drogue, qui se dit je veux avoir la grosse Mercedes ou la grosse Audi parce qu'il a réussi, il a placé sa start-up et il a fait un IPO. Waouh, beau rêve. Monsieur Richard, de votre point de vue, comment l'escalateur pourrait inspirer les managers d'Orange? Inspirer les managers d'Orange, je ne sais pas. Au fond, qu'est-ce qui fait que, outre le pouvoir de conviction légendaire de Maurice, j'ai pensé que c'était un projet qui valait l'engagement d'Orange. D'abord parce que je pense qu'une grande entreprise comme Orange peut pas se désintéresser de ce qui se passe en France dans ce qu'on appelle les quartiers ou les banlieues, qui est un immense sujet quand même, un immense sujet pour le pays, pour la cohésion politique du pays, je dirais pour la société, pour la vision qu'on a aussi un peu du débat politique en France, parce qu'il y a quand même beaucoup de thèmes aujourd'hui autour de finalement l'intégration d'un certain nombre de jeunes, les problèmes de sécurité qui sont liés à ça, l'islamisme, etc. Enfin, toute une série de plaies du monde d'aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui, trouvent un peu leurs racines aussi dans ces zones. Donc tout ce qui peut contribuer à désenclaver un peu ces zones du pays, et à donner aux jeunes qui sont dans ces quartiers des perspectives, de l'espoir, des moyens pour qu'ils s'intègrent peut-être mieux tout simplement à la société, je pense que c'est un devoir pour nous. Alors je ne sais pas si c'est un motif d'inspiration pour les managers, mais en tout cas, quand on parle d'engagement sociétal de l'entreprise, nous on a choisi le thème de l'inclusion
on est en plein dedans. Pour moi, l'escalator, c'est vraiment un projet qui rentre pleinement dans cette priorité que nous avons voulu nous donner sur la question de l'inclusion. Alors, ce n'est pas forcément l'inclusion par le digital, en l'occurrence, mais en tout cas, c'est un projet qui vise une forme d'inclusion. Ça fonctionne aussi, l'escalator, sur le principe du mentoring. Et donc, j'en profite pour dire ça parce que une des choses que j'apprécie beaucoup chez Orange, c'est la capacité de nos salariés à se mobiliser pour ce type de cause. Oui. Et notamment à travers le mentoring, ou le volontariat, ou le mécénat de compétences. Orange Solidarité. Exactement. Donc, on a notre fondation qui repose beaucoup là, sur le volontariat, enfin les volontaires et les bénévoles du groupe. Mhm. On en a quand même près de 10 000. Hein. Donc ça, c'est formidable. On a beaucoup d'autres actions d'ailleurs qui reposent aussi toujours sur cette mobilisation personnelle. Je pense par exemple à ce que nous faisons dans le domaine de l'accompagnement des jeunes filles issues des quartiers aussi vers l'enseignement supérieur. Ça, c'est Capital Filles, association que je préside depuis sa création il y a 10 ans et qui repose sur du marrainage. Hein, c'est le marrainage. Et l'entreprise qui fournit le plus de marraines à Capital Filles, c'est Orange. C'est Orange. Oui, donc ça, c'est des vrais. Je trouve que c'est des grandes valeurs de l'entreprise, ça. Donc voilà, pour moi, un projet comme l'escalator, s'il doit être inspirant, c'est donner un peu de chair et un peu de concret à cette thématique de l'inclusion, parce qu'elle est un peu au frontispice de l'entreprise, mais il faut aussi qu'elle se matérialise par des projets un peu concrets, et je trouve que celui-là en fait partie. Donc voilà, c'est un beau label. Et puis c'est une attitude et qui simplement, au fond, signifie que on a besoin d'engagement dans notre société aujourd'hui. L'engagement au sein de l'entreprise, bien entendu, pour faire son travail, pour servir ses clients, etc. Mais ça va quand même un peu au-delà aussi. Et en tout cas, nous, on encourage les engagements individuels sur des projets qui ont un vrai sens aussi pour nous, pour la société. Et on veut le faire, y compris d'ailleurs en facilitant la vie des gens qui veulent avoir cet engagement. On avait réfléchi à un système de temps, partagé, ou en tout cas d'allocation de temps qu'on pourrait donner aux salariés qui ont ce type d'engagement. Voilà, donc ça pour moi, c'est des choses qui sont importantes voilà, pour la culture de l'entreprise. Puis peut-être un dernier mot pour dire que là, on est dans la création d'entreprise, on est dans l'innovation, on est dans la prise de risque, on est dans l'audace. On est dans cette idée qu'il faut briser les plafonds de verre. Tout ça, c'est des choses dont on peut s'inspirer aussi pour nous-mêmes. Hein. Voilà, parce qu'on en a des plafonds de verre en réalité dans nos têtes, y compris à l'intérieur d'Orange. Ouais. On a des formes de complexes. Ouais. On n'en avait pas il y a 30 ans, hein, mais aujourd'hui, par exemple ici, quand on parle d'innovation, on nous dit Google, on nous dit Microsoft, on a l'impression d'être des petites choses qui sont un peu pas grands, enfin voilà, qui sont tout petits par rapport à des géants qui ont un peu le monopole de ces questions d'innovation, ou en tout cas qu'on est un peu nulle part entre ces grands acteurs et justement les startups. Ben non. Donc je pense qu'on a aussi des belles cartes à jouer. Il y a des thèmes très forts sur lesquels on est mieux placé que quiconque, y compris que les grands de l'Internet. Avec Mickaël, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, je pense qu'il faut aussi que ces exemples individuels de l'escalator, qui sont des gens qui ont le courage, la détermination, l'esprit d'entreprise pour briser ces plafonds de verre, il y a peut-être des leçons à tirer pour nous aussi. Merci, Président. Alors, on va passer tout de suite aux questions-réponses, parce que juste une petite précision pour nos adhérents. Hein. Aujourd'hui, on a dit que c'était une table ronde, donc ce n'est pas le format habituel de questions-réponses pendant 1h30 à notre cher Président. Pour autant, c'était des échanges tout à fait intéressants et exceptionnels de mon point de vue, mais on laisse une part, on s'y était engagé, à l'interactivité. Donc, on va prendre une première question. On avait une petite vidéo, mais on va pas avoir le temps, désolé, Laurent. Nous la gardons quand même, mais on ne pourra pas la passer. Alors, une question pour vous, Président Stéphane Richard. Peut-on en savoir plus sur les accords télétravail ? Alors, il n'y a pas encore les nouveaux accords de télétravail, puisque c'est une négo qui va démarrer à l'automne.
Ce que je peux dire sur le télétravail, c'est que d'abord, n'oublions jamais qu'Orange est l'entreprise en fait, qui était la plus avancée sur le télétravail avant la crise Covid, puisqu'on avait pratiquement 30% de nos effectifs en France qui pratiquaient le télétravail permanent ou occasionnel, et qu'on a un accord télétravail qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui est un accord particulièrement avancé. Là, j'entendais Renault qui communiquait sur son nouvel accord de télétravail. Post-Covid, le nôtre pré-Covid est plus avancé que celui de Renault post-Covid. Hein. Donc, bon. Voilà, on n'est pas visionnaire, Président. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une négo importante qui va intervenir plutôt à l'automne, parce qu'on a d'autres sujets avant. Mais l'accord actuel, en tout cas, de télétravail, permet déjà de faire beaucoup de choses et nous a d'ailleurs permis de vivre cette crise et de bien gérer, je dirais, la sortie de crise et de retrouver un peu cet équilibre entre le retour sur site et le maintien du télétravail. Moi, je ne suis pas pour un modèle full télétravail, ça c'est clair. Donc là, c'est une différence culturelle peut-être aussi avec certaines entreprises du GAFAM, puisqu'il y en a qui ont communiqué là-dessus. Oui. Moi, alors c'est peut-être une question d'âge, de génération aussi, je ne sais pas, mais pas que en fait, parce que on en parle beaucoup, y compris avec des jeunes. Je ne suis pas pour un modèle full télétravail. Je pense qu'une entreprise, c'est aussi fait de chair, d'humain, d'interaction physique. C'est difficile quand on est dans un moment d'apprentissage, quand on apprend un métier, de le faire depuis un ordinateur chez soi. Donc non, l'entreprise a besoin de ça aussi. Il y a des tas de métiers qui ne se prêtent pas au télétravail. Donc je ne suis absolument pas pour un modèle full télétravail. Donc tout est question de dosage, tout est question aussi de souplesse pour qu'on offre un cadre de travail qui soit quand même attractif. Et je pense là notamment aux jeunes, parce que cette question de l'attractivité pour les jeunes, elle est critique aussi pour nous. Hein. Et donc je pense qu'il faut qu'on propose aussi aux jeunes générations un modèle qui leur convient et qui, pour ceux qui le souhaitent, leur permette de faire du télétravail davantage que c'était le cas avant, hein, ça c'est sûr. Après c'est une problématique complexe, c'est différent dans les grands centres urbains que en province. C'est sûr, quand vous avez 2 heures de transport collectif par jour, le télétravail, au moins 1 ou 2 jours par semaine, c'est quand même très, très, très attirant. Il y a des abus du télétravail, il faut quand même le dire aussi. Et moi, je vous le dis franchement, je suis choqué aujourd'hui de voir, je ne dis pas tellement que c'est le cas chez Orange, hein, mais j'ai des exemples, des cadres qui ont décidé pendant le Covid d'aller s'installer vers, etc., et qui ne veulent plus revenir, qui vous expliquent aujourd'hui que, en fait, non, ça leur va très bien cette vie-là, et que donc ils veulent être en permanence en télétravail. C'est pas non plus, on n'est pas un club de vacances. Hein. Et donc le rapport, je dirais, au travail, le rapport de ce qu'on doit à son entreprise, c'est tout de même des choses qu'il va falloir remettre sur la table aussi. Voilà, donc moi, voilà, je suis ouvert là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on ait une négociation, mais il faut quand même rappeler aussi que l'entreprise, c'est pas un centre aéré. C'est quand même un endroit où on doit produire, on doit être compétitif, on doit et on a besoin du collectif pour ça. Et le collectif avec le télétravail, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Merci. Président Lévy, vous avez un mot souhaité ajouter? Oui, alors il y a plusieurs choses qu'on peut dire. D'abord, quelques faits. On a fait des sondages et on a pris des mesures de l'opinion interne à Publicis pendant toute cette période. Et alors, c'est très amusant parce que c'est assez constant et il y a 2 pourcentages qui sont rigoureusement identiques. Il y a 78% des gens qui veulent, qui adorent le télétravail, qui disent j'adore, je voudrais passer ma vie au télétravail, etc. Quand on leur demande pourquoi, ils disent essentiellement le temps que j'économise dans les transports. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Brésil, c'est vrai partout. Le seul endroit où ça semble pas poser le même type de questions, c'est en Asie, mais en Europe aussi bien que en Amérique latine ou aux États-Unis, on se retrouve avec
ce pourcentage. Et puis on a rigoureusement le même, ça c'est le hasard, et de manière constante, 70% qui disent « Ah, le télétravail me pose un problème Oui. parce que je manque d'interaction sociale. Oui. Et quand on regarde un peu ce qui se passe, c'est que, bon, quand on a une réunion Zoom ou quoi que ce soit, premier avantage, ça démarre à l'heure. Deuxième avantage, ça se termine à l'heure. Troisième avantage, c'est extrêmement efficace. L'inconvénient, c'est qu'on part. Tac, c'est quoi l'ordre du jour? Boum, boum, boum. Et il n'y a pas le petit accident, la conversation à côté, le petit échange qui fait que c'est la vie. Et donc, ça manque un peu de vie. On est sur des écrans, c'est du plasma de qualité ou du LED. Bon, parfait, c'est bien. Mais ça manque, la machine à café manque, l'aspect un peu sérendipity que l'on a dans la vie quotidienne. On tombe sur quelqu'un, même en allant se laver les mains. Ah putain, mais je t'ai dit, il y a une idée géniale que j'ai eue hier, on échange, etc. Ah oui, c'est formidable. Et dans un métier comme le mien, l'échange est absolument indispensable. Ensuite, dans les comportements, on assiste à deux types de comportements. C'est un peu comme une courbe de Gauss. Le milieu, c'est un comportement à peu près normal. Au démarrage, il y a un pourcentage X, on ne sait pas lesquels, mais on va dire X tout simplement, de gens qui foutent rien. Pardon, mais ils foutent rien. Ils disparaissent, on ne sait pas, ils ne se connectent pas, ils n'ont pas touché, ils ont perdu la prise, on ne sait pas trop. Et à l'autre bout, un pourcentage probablement encore supérieur de gens qui travaillent comme des malades, où il n'y a plus de vie privée, où ils débordent surtout, et donc ils veulent compenser, et ils ne voient pas le délai entre les trucs, qui ne s'arrêtent pas. Donc les deux sont un peu dangereux, et il faut trouver des équilibres. Alors, le télétravail présente beaucoup d'avantages parce que sur la vie privée, c'est beaucoup mieux. Encore que c'est injuste, hein, parce que celui qui vit dans un appartement de 400 mètres carrés, bon, tout va très bien. Celui ou celle qui vit dans un appartement de 28 mètres carrés avec un enfant, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Merci beaucoup, Président. On est malheureusement pressé par le temps. Il y a d'autres questions très intéressantes. Je sais que nos adhérents vont être déçus. Donc, ce que je vous propose, parce qu'on a une petite vidéo évidemment à vous passer. Voilà, vous répondez à celle-ci et puis après on passe à la petite vidéo. On vous libère après, Président. Il y a une question, alors je pense que ça passe plutôt à moi. Oui. En l'occurrence, sur la qualité des relations avec les organisations syndicales, en ce moment, NAO, dividendes, etc., restauration. Bon, il y a de la crispation, il y a globalement une forme d'exaspération peut-être qui a pu se manifester. Il y a des pétitions, etc. Bon, on n'est pas quand même encore, Dieu merci, dans une situation de blocage. Bon. Mais il y a incontestablement une tension. Il y a incontestablement une tension et une crispation avec les organisations syndicales. Est-ce que d'ailleurs elle reflète une crispation ou une exaspération des salariés? C'est une question. C'est une question. Non pas que je veuille par là remettre en cause la représentativité de nos syndicats, mais enfin, je suis un peu frappé par exemple de voir le décalage qu'il y a entre les résultats du baromètre social, qui est l'instrument qu'on a mis en place et dont on vient de faire, on vient de faire une enquête. Oui. Qui est intéressante parce qu'on a eu le taux de participation le plus élevé historiquement au baromètre social, donc les gens ont répondu massivement, vraiment, et en même temps, ce qu'ils ont renvoyé de leur sentiment par rapport à l'entreprise est quand même assez différent de ce que j'entends par ailleurs. Mais bon, voilà. Moi, j'aime pas ces périodes, vous savez, et j'aime pas ces périodes-là, non pas parce que je supporte pas le conflit, j'ai entendu ça aussi. J'aime pas spécialement le conflit, ça c'est vrai. Je l'assume tout à fait. Il y a des gens qui peut-être s'épanouissent dans le conflit, moi pas. Moi ça me voilà. Donc je n'aime pas ces périodes-là, surtout parce que je pense qu'elles reposent beaucoup sur des malentendus.
Donc j'ai tendance toujours, moi, à essayer de convaincre et à essayer d'expliquer pourquoi on propose certaines choses, etc. Et on est un peu là-dedans. Donc NAO, oui, il y a une tension parce qu'on a fait une proposition qui a été considérée comme insultante. Donc NAO sur les négociations annuelles. NAO, c'est les négociations annuelles sur les salaires, oui. Bon, voilà, après c'est c'est une discussion, donc on a fait une première proposition, puis une seconde, puis une troisième. Aujourd'hui même, il y a une réunion, il y a eu politique de la chaise vide, hein, donc les syndicats ont dit, puisque c'est ça, on s'en va. Bon, j'ai dû ramer, etc. Et puis j'ai proposé, avec Gervais Pellissier, notre DRH, de faire une multilatérale avec toutes les organisations syndicales qui sont venues, toutes là quand même. Bon, donc ça m'a donné un petit peu d'optimisme. On a fait cette multilatérale mardi, j'ai essayé d'expliquer les choses. Aujourd'hui, on fait une nouvelle réunion avec une nouvelle proposition qui sera décevante pour eux parce que, oui. Pardon, dans le contexte d'aujourd'hui, à expliquer intersyndical que c'est impossible de parler en dessous de 3% de taux directeur des salaires. Bon, moi je veux bien, mais je ne vous ferai pas l'insulte de vous renvoyer à ce qui se passe ailleurs dans le secteur, parce que alors là et je considère pas que SFR soit un exemple de modèle social, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà, il faut regarder un peu les autres acteurs du secteur, puis même l'industrie, enfin l'économie. Bon, donc bon, voilà. Donc moi, je suis toujours un adepte du dialogue, du consensus. Je l'admets, je l'assume, et c'est toujours ce que je recherche. Et il y a, au-delà de la question des salaires, d'autres sujets importants de la transformation indispensable de la France, pour laquelle j'ai besoin de ce dialogue social. D'abord parce qu'il faut, dans la mesure du possible, le faire sur la base d'accords qu'on ait signés, donc il faut les rechercher. Et puis aussi parce qu'en fait, ce dialogue, même si parfois il est pénible parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on a raison, et bon, mais en même temps, j'ai en mémoire quand même un certain nombre de peut-être bêtises qu'on a évitées ou mesures qu'on a prises grâce à ça, notamment d'ailleurs en 2010 quand je suis arrivé. Hein. Donc voilà, moi je resterai toujours plutôt partisan du dialogue que de la confrontation, y compris vis-à-vis des syndicats, même si c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Il y a un contexte général aussi, je termine là-dessus parce que on a eu cette discussion en conseil mercredi là, avec les administrateurs salariés. C'était intéressant parce qu'autour de la table du conseil, on a des chefs d'entreprise aussi. On a Alexandre Bompard, par exemple, qui a des gros effectifs chez Carrefour et quelques autres. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un énervement aujourd'hui dans le pays. Hein. Un gros énervement, on le disait tout à l'heure, mais il y a un énervement parce que retour sur site, c'est compliqué, on l'a dit, parce que il y a ce sentiment que les gens ont beaucoup donné, beaucoup souffert et qu'aujourd'hui la reconnaissance n'est pas au rendez-vous. Bon, il y a un contexte assez électrique en fait, hein, et je pense que chez nous, on n'échappe pas à ça. Et que du coup, c'est vrai qu'on a des relations un peu, disons une phase, hein, un moment de cette discussion avec les OS qui est un peu compliqué. Je ferai le maximum pour ce qui me concerne. Pour danser le tango, comme dirait l'autre, il faut être deux. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, je ferai le maximum pour que on retrouve vite une forme de sérénité dans ces échanges. Merci beaucoup. Un petit moment de détente après ces sujets. Alors, il y avait un sujet sur l'accord intergénérationnel, à quel moment il va sortir. Bon, on verra plus tard. Voilà. Eh bien, Magnéto Serge, j'ai envie de dire. Je la découvre en même temps. Salut, ça va? Comment ça, c'est qui? Coronavirus, vous vous souvenez? Encore 3 confinements et c'est l'été. Non, je rigole. Mais attention, si en juin tu fais l'imbécile, en juillet tu resteras encore à ton domicile. Et on entendra, est-ce que tu viens pour les vacances? Non, je reste chez moi. Signé Covid et Jonathan. Car dans le top 2 des trucs qui redémarrent, il y a la chenille et le Covid. Bon, je sais, ça fait 1 an que vous êtes au bout du rouleau. Et c'est le dernier rouleau de printemps, et vous voulez tenir absolument votre résolution de début 2021, être une personne moins renfermée. J'en profite pour ceux que ça intéresse. J'ai un agenda 2020 en très très bon état.
à vendre, ainsi que le guide du routard de votre appartement, édition 2020-2021. Et un conseil, pensez à essayer vos jeans de temps en temps. Le pyjama, c'est traître. Bon, depuis peu, c'est reparti. Fini les attestations pour tous les gens qui ne savaient plus jusqu'à quelle heure on pouvait rester dehors ou dedans. C'était rageant. Mais reconnaissez que c'est quand même moins douloureux d'avoir la rage dehors que d'avoir la rage dedans. Et en référence au proverbe irlandais, un peu d'air, ça fait toujours du blanc. Et comme on dit à Cuba, t'as compris la vanne? En tout cas, c'est encore plus dingue qu'il y a 50 ans. On marche dans la rue, on va en terrasse, au ciné. C'est plus fou que de marcher sur la Lune. Ceci dit, il y a beaucoup de monde dehors qui se demande et qui s'étonne qu'il y a beaucoup de monde dehors. Et en ce moment, il vaut mieux avoir de beaux yeux que de belles dents. Retrouver ses amis, il n'y a que ça de vrai. Et comme dirait Brassens, les vaccins d'abord. Avec une expression très à la mode, c'est bon, j'ai eu ma dose. Désormais, vous avez tous changé de groupe sanguin, vous êtes tous apéritifs. Et chez Orange, le télétravail est toujours de rigueur, c'est ce que j'appelle le clic à une collègue. Et par contre, un petit conseil marketing pour la maison protégée. Personnellement, depuis 1 an, j'aurais changé le système d'alarme pour qu'il sonne quand quelqu'un sort. Bon, de mon côté, il ne vous a pas échappé que mon marché s'est ouvert à la concurrence avec l'apparition des variants. Des rumeurs racontent que si les Anglais toussent dans leur coude, la nouvelle souche traverse la Manche. Et que le premier symptôme du variant breton, c'est quand tu commences à entendre le loup, le renard et la belette chanter. Et puis il y a le variant indien. Namasté. Ici, on me prend pour le dieu Vishnu, mais c'est surtout Vishnu la paix. Et notre antidote à nous n'est pas la chloroquine, mais l'hindou l'iprane. Mais il y a aussi le variant brésilien. Ma chérie, bonjour. Ça va pas du tout. Faut se préparer psychologiquement parce que ça va être radical. Oh là là! Bref, il était temps de s'organiser pour défendre la profession et ses valeurs. C'est pourquoi je vous présente mon boss. Salut Pinander, je suis le variant alsacien. Yo, j'ai monté l'association des cadres et dirigeants coronavirus et j'en suis le président. Elle s'appelle les Covistes. Sa raison d'être, c'est vivre ensemble sur cette terre pour éviter l'immonde d'après, car il est grand temps de prendre votre bien en urgence plutôt que votre mal en patience. Et n'oubliez pas, tous anti-Covid, Doctolib, vite ma dose et après l'appli, le beau temps. Faites passer le message. Salut Pinander. Voilà, un dernier mot de manager et on vous le perd. Sauf si vous êtes très en retard. Non, je vais filer, oui, parce que je suis Oui. effectivement un petit peu en retard, mais merci en tout cas d'avoir organisé ce... Merci encore à Maurice Oui. de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité et j'étais très content d'être là. Une petite pause, chers adhérentes, chers adhérents. On se retrouve à 11h.